Il est important de se rappeler, bien que cela soit souvent négligé, que les primates ont parcouru un chemin incroyablement long au cours de la préhistoire. Il a fallu de nombreuses étapes complexes, des essais et des erreurs de l'évolution pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Notre histoire peut en fait être retracée sur des milliards d'années, jusqu'au moment où les premiers organismes unicellulaires dérivaient dans les tout premiers océans, lorsque la vie est apparue pour la première fois. Mais l'histoire des primates, le groupe de mammifères auquel nous appartenons, commence bien plus tard. Voici cette histoire, un voyage qui s'étend sur 65 millions d'années. Grâce à certaines des circonstances les plus improbables, nos ancêtres et nos proches parents ont survécu. Bien que de nombreuses espèces de primates aient disparu du registre fossile, elles représentent aujourd'hui l'un des groupes de mammifères les plus diversifiés. En incluant notre propre espèce, il existe aujourd'hui plus de 300 espèces distinctes de primates dans les forêts, les prairies, les montagnes, les marais et même les villes, toutes étant des monuments au succès de l'histoire épique de cet ordre de mammifères. Rejoignez-nous alors que nous explorons l'histoire des primates, de leur début modeste en tant qu'habitants des forêts presque méconnaissables, jusqu'aux spectaculaires hominidés de la steppe des mammouths. Nous nous arrêterons à plusieurs moments tout au long de l'ère cénozoïque en examinant des espèces clés de primates qui figurent sur l'arbre généalogique menant jusqu'à nous. Installez-vous confortablement et relaxez, pendant que nous explorons la vie et la mort de nos premiers ancêtres primates. Les primates n'ont pas toujours été là. Les mammifères, la classe d'animaux à laquelle nous appartenons, existent en fait sous leur forme véritable depuis plus de 200 millions d'années, dont 140 millions d'années sans aucun véritable primate. L'histoire des mammifères remonte à des millions d'années avant cela, à travers les profondeurs du temps du Paléozoïque. Mais nous allons commencer ce voyage ici, dans les vastes forêts primitives de l'ère mésozoïque. Les mammifères sont apparus à partir d'un groupe d'animaux appelés synapsides, qui faisaient eux-mêmes partie d'un groupe plus large appelé thérapsides. Les synapsides allant finalement tout au long du Trias, la première période du Mésozoïque, se diversifier en une grande variété de formes et de tailles. Des carnivores ressemblant à des chiens aux herbivores, semblables à des hippopotames, se vautrant dans les cours d'eau des vastes plaines inondables. De nombreux synapsides, ayant évolué à partir des reptiles, ressemblaient encore à leurs ancêtres, mais des changements apparaissaient progressivement. Les attaches dans leurs mâchoires commencèrent à permettre l'évolution de puissants muscles masticateurs, et dans certains cas, on pense que certains genres étaient recouverts de fines couches ressemblant à de la fourrure. Le premier véritable mammifère, Morganucodon, serait apparu dans les archives fossiles il y a environ 205 millions d'années. Il ressemblait à une musaraigne arboricole moderne avec un long museau et une chaude couverture de fourrure. Il n'aurait pas pu le savoir, mais Morganucodon se trouvait dans ces forêts denses du début du Jurassique, posant les bases de tous les mammifères que vous connaissez aujourd'hui. Des plus petites souris aux plus grandes baleines, les descendants de Morganucodon allaient peupler les forêts et les jungles du reste du Mésozoïque, vivant dans l'ombre proverbiale et littérale des animaux préhistoriques les plus célèbres de tous les temps, les dinosaures. Les mammifères qui ont succédé à Morganucodon tout au long du Mésozoïque, bien que diversifiés dans leur forme, n'atteindraient qu'une taille maximale d'un peu plus d'1 mètre. Les plus grands de ces mammifères, des carnivores ressemblant à des chiens comme Repanomamus, se nourrissaient peut-être même de jeunes dinosaures lorsqu'ils en avaient l'occasion. Parmi ces forêts ont évolué des habitants aquatiques semblables à des loutres, des grimpeurs d'arbres similaires à des musaraignes et des écureuils, des fouisseurs ressemblant à des rongeurs et de petits carnivores agiles dont beaucoup pouvaient ressembler à des blaireaux ou des gloutons actuels.
C'est à partir de certains de ces grimpeurs d'arbres que les premiers ancêtres primates de transition ont pu évoluer, bien que les premiers véritables primates n'aient fait leur apparition qu'après l'extinction des dinosaures. Le plus ancien exemple connu de ce qui pourrait être considéré comme un véritable primate, et donc le plus ancien ancêtre direct de l'être humain, est un petit mammifère arboricole particulier appelé Purgatorius, nommé d'après les collines du Purgatoire dans le Montana, où ses fossiles ont été découverts dans les années 1960. Purgatorius aurait, de son vivant, ressemblé à un écureuil, bien qu'il commençait à développer des pattes plus longues et plus fines pour l'aider à vivre dans la canopée. Les os de Purgatorius ont montré aux paléontologues les premières de similitudes dans les archives fossiles avec les primates actuels, des détails qui peuvent être observés dans les os de la cheville et dans les dents. Purgatorius était un plésiadapiforme, et on pense que les membres de ce groupe primitif de primates étaient largement répandus dans les forêts subtropicales qui existaient à travers le monde après l'extinction des dinosaures. Les plésiadapiformes étaient, dans certains cas, superficiellement semblables à des lémuriens et pourraient avoir été les premiers mammifères à remplacer leurs griffes par des ongles. On pense que certains étaient peut-être capables de planer grâce à des replis de peau tendus entre leurs membres, et beaucoup des genres ultérieurs présentent une forme beaucoup plus nettement simiesque que des créatures cainteux comme Purgatorius. Les plus proches parents vivants de ces plésiadapiformes, en dehors des primates modernes, sont les colugos ou lémuriens volants, que l'on trouve dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Parmi les genres de primates ayant existé dans ces premières forêts tropicales du Paléocène, figurait Plésiadepis, qui vivait à la fois en Amérique du Nord et en Europe peu de temps après l'évolution de Purgatorius. Il y a environ 58 millions d'années, il est l'un des primates paléocènes précoces les plus connus, avec un squelette presque complet découvert. On pense que ces premières espèces de primates ont commencé à présenter des cerveaux plus volumineux par rapport à la taille de leur corps que les autres espèces de mammifères avec lesquelles elles partageaient leur forêt chaude. Ailleurs dans le monde, les mammifères se diversifiaient en de nouvelles formes étranges, comme les pantodontes, un groupe d'herbivores massifs, et les créodontes, un groupe de carnivores ressemblant à des chiens. Dans ce monde, nos ancêtres étaient encore petits. Les capacités de déjouer un prédateur ou de se défendre restaient encore à évoluer, et par conséquent, beaucoup de nos ancêtres primates auraient été victimes de nouvelles menaces, comme les carnivores mammaliens, les crocodiliens et les premiers oiseaux de proie. Les primates avaient encore un long chemin à parcourir avant de conquérir les plaines du Pléistocène, mais il fallait bien commencer quelque part. C'est durant l'Éocène que les mammifères, y compris les primates, ont vraiment commencé à se diversifier. Tout comme les grands herbivores, les premières baleines et les chauves-souris volantes qui sont apparues à peu près à la même époque, nos ancêtres commençaient eux aussi à s'aventurer dans des terres inconnues. À partir d'une branche des plésiadapiformes du Paléocène, ont évolué deux nouveaux groupes de primates, les homomiens et les adapidés. Ensemble, ces groupes de primates sont connus sous le nom de Procimii, un groupe dont les membres vivent encore aujourd'hui à travers les lémuriens, les loris et les tarsiers. C'est à cette époque, il y a environ 54 millions d'années jusqu'à environ 37 millions d'années, que ces groupes de primates ont commencé à s'étendre vers de nouvelles régions du monde, des territoires jusque-là inexplorés d'Amérique du Nord, d'Europe, et désormais aussi d'Asie dans le cas des homomiens. Ce furent les premiers primates et importantes à posséder chez des mains préhensiles, utilisées peut-être pour cueillir des sources de nourriture sur les branches et les buissons. Tout au long de l'Éocène, les deux groupes allaient donner naissance à une multitude de groupes descendants différents. Certains allaient
réussir et deviendraient les Lémuriens que nous connaissons aujourd'hui, tandis que d'autres iraient jusqu'à l'époque du Miocène avant de finalement s'éteindre. Les premières doigts opposables sont également connus chez les animaux de cette époque. Canthus, un adapidé d'Amérique du Nord et d'Europe, est considéré comme le premier animal à avoir évolué avec un doigt opposable, dans ce cas un orteil sur ses membres postérieurs. Cela indique peut-être que Canthus pourrait avoir été l'un de nos tout premiers ancêtres, et pas seulement celui des lémuriens et des loris d'aujourd'hui. Ce dispositif biologique de base allait devenir la base de nos propres pouces que vous utilisez pour pouvoir appuyer sur lecture sur cette vidéo d'une manière ou d'une autre. Les homomayades, en revanche, n'ont réussi à répandre leur lignée qu'au cours du début du Cénozoïque. Les changements climatiques ont forcé les descendants de ces premiers primates à entrer en concurrence directe avec les singes, puis les grands singes, ces derniers étant finalement mieux adaptés au mode de vie que les descendants des Homo maya étaient initialement conçus pour exploiter. Presque tous les descendants de ce groupe autrefois commun avaient disparu à la fin de l'époque Oligocène. Le prochain chapitre de l'histoire de nos ancêtres La période Oligocène a représenté une avancée majeure dans la diversification des mammifères en général, pas seulement des primates. Mais c'est à cette époque que certains de nos plus anciens ancêtres primates ont commencé à descendre des arbres, s'adaptant à un mode de vie au sol. À cette époque, les premiers vrais singes ont commencé à apparaître, et l'un des sites les plus importants pour les paléontologues qui les étudient se trouve en Égypte, plus précisément dans la région du Fayoum, dans le désert occidental du pays. Les roches appartenant aux formations de Kasar el-Saga et de Jabal Katrani ont révélé à la science les tout premiers vrais singes apparentés aux babouins, aux langurs et aux mangabeys d'aujourd'hui. Rien que dans la région du Fayoum, à travers les différentes formations rocheuses, on trouvait des espèces comme Epidium, Catopithecus, Parapithecus, Oligopithecus et Proteopithecus, pour n'en nommer que quelques-unes, et beaucoup de ces restes sont d'ailleurs très bien conservés. Le plus ancien ancêtre connu de tous les singes et grands singes actuels, identifié par la science, est l'Egyptopithecus, un animal qui aurait ressemblé à une version primitive des singes arboricoles d'Afrique et d'Asie. Mesurant environ 90 cm de long du museau à la queue, ce singe a vécu d'environ 38 millions d'années à environ 29 millions d'années, et on pense qu'il se déplaçait à quatre pattes dans les arbres, utilisant ses mains et ses pieds le préhensile pour bien s'agripper aux branches, ce qui a été déterminé grâce à des études approfondies sur ses mains, ses membres et ses muscles. Il aurait habité des forêts pantropicales, régulièrement frappé et bourrité par des pluies et tempêtes torrentielles saisonnières, où il se nourrissait de fruits et de noix dans la canopée des arbres. Une caractéristique des premières époques du Cénozoïque était la présence persistante de forêts tropicales ou subtropicales à travers le monde, ce qui contraste fortement avec l'apparence de la planète au Pléistocène et aux stades les plus récents de l'ère. Grâce aux études sur Égyptopithèque et ses parents contemporains, les scientifiques ont pu déterminer que les singes devenaient de plus en plus à l'aise pour marcher à quatre pattes dans les arbres, plutôt que de se faufiler ou de sauter de branche en branche, comme leurs ancêtres prosimiens. Avec l'apparition d'adaptations au niveau des mains et des bras chez ces nouveaux primates prospères, les singes devenaient de plus en plus capables de se débrouiller par eux-mêmes, face aux nombreuses menaces qui évoluaient en même temps qu'eux. Les dernières créodontes en survivants et les premiers chansons carnivores en évolution apparaissaient dans les archives fossiles, au moment même où les singes commençaient à évoluer, ces derniers se représentant une menace constante pour nos ancêtres jusqu'à des temps récents. C'est pendant l'Oligocène, en fait, que les primates ont retrouvé leur chemin vers les Amériques.
Ayant disparu d'Amérique du Nord à cause de changements climatiques il y a environ 26 millions d'années et n'ayant jamais évolué en Amérique du Sud, il existait une niche écologique vacante parmi les frugivores et insectivores arboricoles qu'un animal tel qu'un singe aurait pu exploiter. Le fait que les singes aient pu survivre en Amérique du Sud est l'une des plus grandes réussites de l'évolution. Aujourd'hui, les singes sont diversifiés et largement répandus à travers le continent, mais l'histoire de leur arrivée est peut-être encore plus étonnante. Il y a 30 millions d'années, alors que les derniers genres de primates d'Amérique du Nord commençaient à disparaître, l'Amérique du Sud, un continent complètement séparé de l'Afrique où les singes avaient déjà évolué, a vu pour la première fois des singes. Comment cela s'est-il produit ? De l'autre côté de l'océan Atlantique, sur la côte ouest de l'Afrique, quelque temps avant leur arrivée en Amérique du Sud, une communauté de singes s'était rassemblée près de la côte, peut-être pour chercher de la nourriture ou de nouveaux territoires offrant un accès à des habitats variés. En scrutant le paysage à la recherche de nourriture, ils tombèrent par hasard sur un immense amas de végétation échoué sur la plage. En courant vers l'amas, les singes étaient ravis de découvrir une abondance de fruits, suspendus à des plantes poussant dans la masse de terre et de végétation, et bien cachés à l'intérieur. La masse était suffisamment grande pour nourrir toute la troupe pendant plusieurs semaines, et les singes étaient donc désireux de rester. Un soir cependant, une énorme tempête a balayé la côte ouest de l'Afrique, arrachant une grande partie de la végétation du rivage pour la transformer en une masse flottante de plantes et de terre avec les singes marqués à bord. Les singes, surpris, ont rapidement compris qu'ils avaient été emportés au large, avec peu d'espoir de regagner la terre à la nage et d'y arriver en un seul morceau. De la nourriture était disponible sur ce radeau nouvellement occupé, cependant, et les primates y passèrent plusieurs jours, avant de finalement toucher terre. Cependant, cette terre était différente de celle d'où ils venaient au nom. De nouveaux animaux étranges, des marsupiaux et des xénartres, parcouraient la terre et se promenaient dans les forêts. La végétation était différente aussi, mais ces singes y étaient incapables de s'adapter. L'eau était disponible, tout comme des abris, et les singes pouvaient en trouver refuge dans les arbres pour se protéger des carnivores au sol. C'était l'Amérique du Sud. Avançons de 30 millions d'années, et les ancêtres de cette même communauté peuvent être observés sous la forme de singes araignées se balançant dans les arbres grâce à leur queue adaptée, et de petits tamarins filant à travers la canopée de la forêt à la recherche de fruits et d'insectes. Les singes allèrent prospérer ici. Aussi incroyable que soit cette histoire, elle est entièrement vraie, fruit du simple hasard et de la sélection naturelle. Cependant, ce n'est pas le seul groupe d'animaux qui allait se séparer des singes africains. C'est vers la fin de l'Oligocène que le groupe de primates auquel appartient notre propre espèce allait apparaître, les singes anthropoïdes. Ce que l'on considère comme les tout premiers singes anthropoïdes sont apparus dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, il y a environ 25 millions d'années. Ils se sont différenciés des singes en raison de changements dans leur environnement, s'adaptant à une vie à la fois au sol et dans les arbres, utilisant leurs longs bras pour se déplacer à travers les branches. Leur visage commencerait à ressembler davantage à ceux des humains qu'à ceux des primates précédents dans les archives fossiles, et ils perdraient complètement leur queue. Elles n'étaient plus nécessaires pour l'équilibre d'un animal qui, finalement, n'aurait plus besoin de marcher à quatre pattes dans les arbres. Ces premiers singes allèrent constituer la base de tout ce qui était nécessaire à l'évolution de tous les groupes modernes de singes. Gorilles, chimpanzés, bonobos, orang-outans, gibbons et bien sûr humains. C'est pendant l'époque du Miocène, il y a environ 23 millions d'années jusqu'à environ 5 millions d'années, que l'environnement mondial a subi une série de changements drastiques. Des chaînes de montagnes se sont élevées à travers le monde et, plus important encore, les prairies ont conquis de nombreux continents.
Les savanes d'Afrique, les vastes prairies d'Amérique du Sud, les prairies d'Amérique du Nord et les plaines d'Asie sont toutes apparues à cette époque, en raison de la diversification et de la large distribution des espèces de graminées. C'est directement à la suite de ces changements que les primates terrestres sont apparus. Des singes et des grands singes bien mieux adaptés à se nourrir de ces herbes ou à attraper les petites créatures qui y vivaient. À mesure que la morphologie de ces primates évoluait, leur cerveau évoluait également. Et à la fin du Miocène et des époques suivantes du Pliocène, tout était en place pour que les premiers grands singes marcheurs bipèdes du monde apparaissent. Peut-être la découverte la plus significative du Miocène en termes d'évolution humaine fut celle d'un genre de grands singes nommé proconsul, provenant de régions qui deviendraient un jour le Kenya et l'Ouganda. On pense que le dernier ancêtre commun entre les êtres humains et tous les singes, y compris les gibbons qui ne sont pas considérés comme des grands singes, pourrait avoir été proconsul. Visuellement, Proconsul aurait ressemblé à un mélange étrange entre les singes de l'Ancien Monde comme les babouins et les langurs, et les grands singes comme les chimpanzés. Son dos aurait été plus flexible que celui des singes qui l'ont précédé, afin de se déplacer plus aisément sur les branches de son habitat forestier, mais il aurait tout de même conservé la démarche quadrupède des primates plus anciens. Bien que leurs mains aient été mieux adaptées que celles de leurs ancêtres pour saisir et manipuler leur environnement, ils ne pouvaient pas encore se balancer dans les arbres comme le font les grands singes modernes. Leurs bras n'étaient tout simplement pas encore assez puissants à ce stade. Proconsul n'était cependant pas seul dans les arbres du Miocène, et sa famille le comprenait plusieurs autres genres, y compris Dendropithecus, Afropithecus et Limnopithecus. Les primates se développaient aussi en Europe. Pliopithecus et ses plus proches parents étaient reconnus à travers les plaines et les forêts de ce continent nordique, où les primates sauvages modernes ne sont représentés que par une seule espèce, le macaque berbère. Autrefois considéré comme une forme ancestrale des gibbons actuels, il a maintenant été déterminé que les pliopithèques ne sont en réalité apparentés à aucun autre groupe de primates vivants. En Asie, les primates se diversifiaient également. Les collines de Sauce et ptoline de Sawalik, par exemple, qui s'étendent au Pakistan et dans les régions nord de l'Inde, étaient en été connues pour abriter certains des spécimens de primates préhistoriques les plus intéressants et importants découverts à ce jour, parmi lesquels le Civapithèque de la fin du Miocène. Le Civapithèque représente la première séparation des ponginés, la sous-famille qui comprend les orang-outans des autres singes de l'Ancien Monde. Alors qu'aujourd'hui les orang-outans sont endémiques aux îles d'Asie du Sud-Est, Bornéo et Sumatra, leurs ancêtres étaient autrefois beaucoup plus répandus. Des ancêtres des orangs-outans comme Koratpithèque sont connus en Thaïlande, Samburupithèque au Kenya et même Grécopithèque qui a été découvert de tous les endroits en Grèce. Un autre des primates fossiles les plus célèbres du Miocène, cette fois découvert dans une mine de lignite en Italie dans les années 50, était l'Oréopithèque. Avec des dents courtes, un visage presque humain et une tendance possible à marcher debout, même si ce n'était que temporaire, on pensait autrefois qu'il s'agissait d'un ancêtre direct de l'Homo sapiens. On pense qu'il a été l'un des premiers brachiateurs, c'est-à-dire l'un des premiers animaux capables de se balancer dans les branches des arbres en utilisant uniquement ses longs bras puissants. Des études plus récentes ont placé ce singe dans la famille des hominidés, mais on ne pense plus qu'il ait été l'un de nos ancêtres directs, puisqu'il s'est séparé des premiers singes des millénaires auparavant. On pense qu'Oréopithèque habitait des îles marécageuses à cette époque, où il était isolé de nombreuses autres espèces et où l'évolution pouvait suivre son cours loin des pressions du continent.
Finalement, Oreopithèque allait entrer en contact avec l'un des prédateurs les plus redoutables et impressionnants du Miocène, le grand félin à dents de sabre Macharodas. Des changements dans son environnement comme ceux-ci ont peut-être conduit à son extinction finale. Il n'existe aujourd'hui aucun singe semblable à Oreopithèque. Au début du Pliocène, le monde ressemblait déjà beaucoup à ce qu'il est aujourd'hui. Les forêts tropicales étaient courantes autour des tropiques, entourées de prairies, de montagnes, de déserts et de broussailles, à peu près aux mêmes endroits qu'aujourd'hui. Tous les grands habitats du monde étaient déjà établis, et il y avait donc un degré de familiarité beaucoup plus élevé dans la faune de nombreuses régions de la planète. Étrangement, cependant, les primates de cette période ne sont pas bien documentés. Beaucoup de singes anthropoïdes et leurs lignées ne peuvent pas être retracés jusqu'au Pléistocène depuis les quelques 3 millions d'années qui ont couvert le Pliocène, et les restes de singes sont au mieux épars et fragmentaires. Les fossiles les plus connus et les plus importants de la lignée humaine datant du Pliocène sont sans aucun doute ceux d'Ardipithecus. Apparus dans les archives fossiles au début du Pliocène, à partir de sites découverts dans la région de l'Afar en Éthiopie, Ardipithecus fut l'un des premiers australopithèques, l'un de nos ancêtres directs. Bien qu'il n'ait pas été un expert en la matière, Ardipithecus pouvait marcher debout comme vous et moi, même si ce n'était que pour un court instant. Son cerveau était encore proportionnellement beaucoup plus petit que celui des hominidés qui lui ont succédé, et il n'avait pas la capacité intellectuelle de fabriquer et d'utiliser des outils en pierre. Cela dit, il n'est pas impossible qu'Ardipithecus ait utilisé des outils simples comme des bâtons et des brindilles pour faire sortir des insectes de leurs monticules ou des pierres pour casser des noix. Les bras d'Ardipithecus auraient été nettement plus longs que les nôtres, et l'animal était encore bien adapté à la vie dans les arbres, un endroit où il devait souvent se réfugier pour éviter les dangereux prédateurs mammifères qui rôdaient dans les prairies et les forêts où il vivait. C'est grâce à ces débuts modestes que l'humanité a pu émerger. Au cours de la prochaine époque du Pléistocène, le monde verrait apparaître presque toutes les autres espèces d'hommes préhistoriques, des australopithèques jusqu'à nous. Nous avons déjà couvert en détail l'époque du Pléistocène sur cette chaîne, mais c'est en effet la période la plus importante pour l'évolution humaine dans toute cette histoire. Alors que l'histoire humaine est connue dans les moindres détails pendant cette période, vous serez peut-être surpris d'apprendre que nos connaissances sur les primates non humains du Pléistocène sont limitées et très peu connues. Les seuls primates du Pléistocène qui ne sont pas directement liés à nous proviennent d'espèces apparues plus tard dans l'époque et uniquement d'Afrique et d'Asie, comme Paracolibus, Dinopithecus et Rhinocolibus par exemple. Peut-être le primate non humain le plus célèbre de tous, originaire des forêts de bambou d'Asie du Sud-Est, est Gigantopithecus, un parent gigantesque de l'orang-outan moderne et probablement le plus grand primate ayant jamais existé. Ce géant vivait en groupes familiaux aux côtés d'autres espèces de primates, y compris d'autres hominidés, où il se nourrissait de fruits dans les forêts denses et les fourrés de bambou. Il se peut même qu'il ait disparu à cause d'une chasse excessive par Homo erectus, l'un de nos premiers ancêtres. Le Pléistocène est surtout connu comme la période qui aboutirait à l'essor de l'homme. Cependant, nos premiers ancêtres, à cette époque, les australopithèques, étaient bien représentés par l'habitant bipède des savanes, Australopithèque, qui venait de la vallée du Rift en Afrique. Ces singes n'utilisaient non pas d'outils en pierre, mais leurs mains étaient bien adaptées à la manipulation de leur environnement, avec des pouces opposables entièrement développés et de longs bras puissants. Comme Ardipithèque, ils pouvaient
probablement utilisé des outils pour faire sortir les insectes des monticules, mais ils étaient aussi probablement capables de lancer des objets pour se défendre contre de grands prédateurs féroces comme le grand félin Deinophilus. Des pierres et des bâtons lancés dans les airs auraient improbablement suffi à décourager même les carnivores les plus affamés, qui auraient pu envisager d'attaquer un groupe d'australopithèques. Les choses deviennent beaucoup plus confuses au Pléistocène moyen, souvent surnommé le chaos du milieu par les anthropologues et paléontologues qui étudient selon les fossiles de cette époque. Après l'apparition de Homo habilis, une étape humaine beaucoup plus moderne par rapport à l'australopithèque qui ressemblait davantage à un chimpanzé, les animaux du genre Homo s'étaient presque entièrement adaptés à une vie sans avoir besoin de compter sur les arbres pour se protéger. Par exemple, les bras de Homo erectus avaient rétréci, par rapport à la taille de leur corps, au point qu'il n'était plus nécessaire pour se balancer dans les arbres ou grimper pour se mettre en sécurité. C'est un trait évolutif qui a coïncidé avec l'avènement de la technologie, en particulier des outils en pierre. Tous les membres du genre Homo sont connus pour avoir utilisé des outils en pierre d'une manière ou d'une autre pour se défendre contre les prédateurs, découper de la nourriture, allumer un feu ou même créer de l'art. Les hominidés ultérieurs, à partir de Homo erectus, allaient ensuite maîtriser l'utilisation du feu dans leur mode de vie et leur méthode de chasse. Grâce à l'utilisation du feu maîtrisé, les premiers humains ont pu cuire différents types d'aliments de manière fiable, abattre de plus grands animaux lors des chasses et se protéger contre les éléments pendant l'hiver. Vers la fin du Pléistocène, Homo neanderthalensis et Homo denisova, respectivement connus sous le nom de Néandertaliens et Denisoviens, apparaîtront sur la steppe à Mammouth. Le plus grand environnement continu du monde, caractérisé par des plaines ondulantes et une mégafaune aujourd'hui disparue. Ces espèces mèneraient des vies complexes et étaient capables de créer de l'art, de maîtriser le feu et même de parler. Leur corps en forme de tonneau et leur extérieur robuste les aidèrent à survivre dans les conditions difficiles, dangereuses et finalement courtes de la vie qu'ils menaient. Quelque chose de très important dans les conditions brutales de la steppe des mammouths. Ils allaient bientôt être rejoints par Homo sapiens, nous. Il nous a fallu des millions et des millions d'années pour en arriver là, mais très vite, notre propre espèce allait courir à travers les toundras et les plaines de la steppe des mammouths. Après les cerfs géants, les espèces de bisons disparus et les mammouths laineux. Nous migrerions vers les Amériques, où les premiers hommes ayant posé le pied dans le nord rencontreraient d'immenses mastodontes et des paresseux géants. Ceux du sud croiseraient des tantundis et des catroilles et seraient des tatous de la taille de voiture et le célèbre chat à dents de sabre, Smilodon. Très vite, Homo sapiens a surpassé les Néandertaliens, se mélangeant avec eux au point de consommer génétiquement leur espèce. Nous allions migrer vers tous les continents de la Terre, des sables brûlants de l'Afrique du Nord aux étendues glacées de l'Antarctique. Nos technologies allaient s'accumuler au point que nous aurions un contrôle total sur notre environnement et sur les espèces qui y vivent. Et c'est ici que notre histoire se termine. Il faut exercer une pression plus forte sur les gouvernements et les entreprises pour sauver des espèces comme les grands singes, qui risquent de disparaître. Perdre les espèces qui vivent aujourd'hui, c'est perdre une partie de ce que nous sommes. Chaque espèce vivante aujourd'hui a suivi des lignées qui ont commencé il y a des milliards d'années, en même temps que nous. De façon lointaine, nous sommes tous liés et nous dépendons les uns des autres pour faire de cette planète ce qu'elle est.